Mes prochains invités, vous les reconnaissez sûrement. Peut-être que M. Michaud, on le voit un petit peu moins sur nos ondes. Peut-être qu'on pourrait l'inviter plus souvent. Il viendrait peut-être nous jaser un peu de ce qui se passe à la direction générale de la Ville de Montmagny. C'est M. le directeur général de la Ville, Félix Michaud. M. Michaud, bonjour. On s'appelle Félix parce qu'on se connaît quand même assez bien. Bon Et matin. M. le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bon matin, bonjour, Michel. Rémi, ça va bien? Oui, très bien, merci. Vendredi dernier, Oui. vous avez annoncé en grande pompe un beau projet. C'est la réfection, ou du moins, c'est ce grand projet de place d'immigration. Je pense qu'on peut qu'être surpris et ébloui de ce que vous avez présenté la semaine dernière. Oui, bien, tout à fait. Vendredi dernier, c'était le dévoilement d'une réflexion de plusieurs années et aussi une attente des citoyens qui date pas d'aujourd'hui. Vous savez, au moins depuis 2008, les citoyens ont exprimé dans le cadre d'un sondage léger que l'attrait au fleuve, c'est important pour eux, l'accessibilité au fleuve, d'avoir des infrastructures qui leur permettent de pouvoir fréquenter ce milieu-là, a été identifié en 2008. C'était répété en 2015 lors d'un autre sondage qui a été fait dans le cadre avec la MRC et puis aussi les jeunes, le mouvement jeunesse là, de la MRC. Ils ont travaillé sur un sondage où là aussi, ils exprimaient leur volonté et leur souhait d'avoir des infrastructures pour permettre aux milléniaux d'avoir des lieux de rencontre, des lieux de célébrité. Et l'accès au fleuve était encore très présent là, dans les résultats. Et dernièrement, en 2018, après notre élection, on a fait aussi un sondage parce qu'on parlait de legs à l'époque. Et aussi, je voulais vérifier mes engagements que j'avais émis lors de ma campagne électorale dans lequel je parlais d'investir dans des éléments attractifs autour du fleuve et du bassin. Je parlais également, dès 2018, de consulter les gens pour savoir quel type de legs ils souhaitaient avoir. Et finalement, je voulais promouvoir de façon dynamique la ville de Montmagny. Et dans ce sondage-là, bien, les réponses venaient encore concorder avec les sondages de 2008 et de 2015. Alors, je peux vous dire que vendredi dernier, on était très légitimé de présenter à la population ce projet-là, qui est le couronnement d'un milieu naturel et aussi d'un milieu attractif, tant au niveau culturel, touristique qu'économique, qui est la Pointe-aux-Oies. Alors, place d'immigration, c'est l'ensemble de l'œuvre, mais si on parle du centre d'immigration, bien, c'est le cœur du projet, parce que on ne peut pas inviter des gens à venir fréquenter un milieu, donner des accès au fleuve, travailler une descente à bateau pour éventuellement faire de la pêche sportive, amener les gens à aller sur notre plage qui s'est créée avec l'érosion, mais aussi développer la pointe pour donner l'accès à la population pour contempler notre fleuve, sans avoir des installations pour les accueillir. Donc, c'est pourquoi on a présenté et on commence avec le centre d'immigration amélioré avec version 2.0 pour faire en sorte que la population soit fière d'accueillir des gens chez nous, fière aussi des invités. Parce que, vous savez, les gens qui viennent chez nous, on est toujours fiers de les accueillir, mais quand vient le temps des invités, il faut se poser la question où est le meilleur endroit et puis qui est le plus propice. Donc, cette infrastructure-là, en plus d'être accueillante, va permettre aussi aux gens du milieu, à nos restaurateurs, à nos services hôteliers, de pouvoir donner des services à ces gens-là qui vont venir nous visiter lors d'événements particuliers. Bon, ça faisait partie de votre campagne électorale, vous l'avez mentionné. Et de mon introduction aussi. Oui, oui, mais c'est pour ça que vous avez choisi le centre d'immigration comme bâtisse, parce que tout était là. Vous parliez d'aménagement du fleuve. C'est le point de départ aussi. Il faut penser qu'on a notre camping qui, lui, s'investit d'année en année et puis il vient beaucoup de visiteurs dans cet endroit-là. Alors, c'est un beau point de vue. C'est une belle opportunité de faire connaître notre milieu. Bon, le centre d'immigration, il faut en parler. Peut-être, Félix, que vous pouvez nous donner quelques détails. Il a plus de 30 ans. Il est comme tout le monde, il vieillit. Oui. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette bâtisse-là aussi, parce que ça coûte cher de l'opérer, puis ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça coûterait quand même beaucoup d'argent de le réparer. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Bien, actuellement, effectivement, c'est un bâtiment qui est dans le paysage, donc qui est existant, qui a été construit à la fin des années 80.
Et dans une conception qui était à l'origine, se voulait un théâtre d'été sur sa pleine longueur. Donc, sans fenestration, ce qui limite en partant plusieurs utilisations qu'on voudrait faire du bâtiment dans la forme qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Après sa vocation de théâtre d'été, il a servi de quelques expositions. On se souvient de Riopelle Bourgault, mais par la suite, il y a eu un centre d'interprétation au niveau de la migration des oies et autres oiseaux migrateurs. Mais par la suite, c'est sans vocation fixe. Donc, plusieurs petites utilisations ponctuelles. Mais la conception du bâtiment, comme on le connaît, a toujours limité les utilisations possibles de ce bâtiment-là, qui en plus est trop froid l'hiver et trop chaud l'été. Parce que ça n'a pas été isolé pour... C'est un pas théâtre conçu d'été. à l'origine, effectivement, pour une multifonction, pour rendre vraiment plus fonctionnels les espaces pour différents groupes ou personnes au sein de la population. Donc, effectivement, dans l'état actuel, on avait... remis à plus tard certains investissements au niveau de la rénovation du bâtiment actuel, compte tenu qu'on n'y avait pas trouvé une vocation pour le futur. Donc, la réfection de la toiture, le changement des revêtements des murs existants qui est en cannexel, qui ont atteint leur durée de vie utile, les sièges dans la salle François Prévost, les 125 sièges, il y a un certain temps qu'on reporte le remplacement des sièges dans l'attente d'intégrer ça dans un projet global de réfection du bâtiment. Donc, les 125 sièges sont en nombre moindre depuis parce qu'on a dû en retirer parce qu'ils étaient devenus dangereux pour les usagers. Et ceux qui s'y trouvent toujours, certains sont sans revêtement. Donc, malheureusement, on remercie la patience des organismes qui l'utilisent, la salle François Prévost, comme le Théâtre des Deux Masques, le Carrefour mondial de l'accordéon. Le carnet culturel permet à plusieurs écoles aussi de s'en servir, mais c'est dans un état un peu défraîchi. Là, notre hall d'entrée, on rentre sur un plancher de bois franc usé. Les murs sont aux allures des années 80 et le plafond. Donc, vraiment, ce qu'on propose, si on s'en tenait au bâtiment existant et qu'on faisait uniquement le remplacement de la toiture, les revêtements des murs extérieurs et les 125 sièges, on aurait une dépense à assumer de 200 000 $, mais sans pour rendre plus esthétique le hall d'entrée, les corridors de service, les toilettes conçues au look des années 80. Cette rénovation-là de 200 000 $ ne rendrait pas pour autant plus fonctionnel le bâtiment et demeurerait dans la forme qu'on connaît dans une conception de théâtre d'été des années 80. Donc, face à ça, le constat, on avait deux options qui se présentaient, de le rénover dans sa forme actuelle ou au passage de l'agrandir pour le rendre plus multifonctionnel. Et les deux options ont été présentées aux élus au début de l'année 2019 et les élus ont donné le mandat à l'administration municipale de travailler avec des professionnels, architectes et ingénieurs pour bien ficeler les dossiers d'un projet qui comprendrait un agrandissement du bâtiment, pour vraiment là, s'assurer qu'on le rende multifonctionnel pour tous les besoins de notre population. En agrandissant, l'objectif, c'est au passage, on rafraîchit la salle de spectacle. Donc oui, on va remplacer les 125 sièges, on change les panneaux acoustiques, il y aura des éléments cosmétiques autour de la salle de François Prévost pour la rendre plus intéressante pour les différents usagers. On corrige au passage des éléments aussi des corridors de service de chaque côté de la salle. Le foyer, au passage, on change les revêtements de sol, le plafond, les murs, on incorpore des éléments de bois sur le revêtement des murs. C'est de la céramique qu'on va voir au sol et qui se prolongera dans un corridor de service qui va nous amener à pouvoir bénéficier d'une salle de réception jusqu'à 300 convives en table ronde, 8 personnes par table. Et cette grande salle-là sera divisible en 3 sections, donc pour satisfaire des groupes de différentes... plus petits. En différents nombres. Oui, donc on pourra diviser la grande salle en 3 petites salles. Il y aura un espace aussi conçu pour faire opérer un traiteur, donc au choix des locataires, des usagers, famille, mariage, personnes âgées, les clubs sociaux, l'instant de tenir leurs événements pourront retenir le traiteur de leur choix. Donc ici, il y a des opportunités qui s'offrent à des restaurateurs qui offrent le service de traiteur de pouvoir bénéficier aussi d'espace pour correctement opérer, pour desservir leurs clients dans les grandes salles. Et il y aura aussi un espace bar
qui va permettre de desservir dans l'hall d'entrée l'instant de tenir des cocktails avant de faire passer les convives dans les salles de réception. Cet espace bar-là aussi sera disponible côté grande salle, mais aussi va s'ouvrir sur une belle grande terrasse du côté bassin et fleuve pour offrir les plus beaux points de vue qu'on peut offrir à nos citoyens sur ce site-là à fort potentiel qui a été sous-exploité au fil des ans. Je vous arrête parce que le temps nous pousse un peu, Félix, mais je voudrais, comparativement à d'autres municipalités ou d'autres villes de la densité de la nôtre, on n'est pas... je ne veux rien enlever à la salle Jean-Pierre-Després, mais c'est la cafétéria de l'école. Sinon, on a le Loiselière, mais c'est 150, 160 personnes. Alors, on a besoin, si on veut accueillir des gens, des congrès, des mini-congrès, on a besoin d'une salle comme ça chez nous pour... parce qu'on c'est parle, un manque. Là, oui, il y a des études. Là, M. le maire le disait tout à l'heure, il y a des études qui ont été faites qui prouvent, qui démontrent qu'on a besoin d'une salle comme ça. Il y aura des occasions d'événements corporatifs, mais d'abord et avant tout, pour les familles, pour les personnes âgées, pour la jeunesse, l'occasion de mariage, pour les clubs sociaux, entre autres, les organismes qui produisent, par exemple, le déjeuner du tournoi Pee-Wee, le souper spaghetti des enfants de cœur, le cocktail Monaco d'un club social, la bouffe au mort d'un autre club social. Il y aura plusieurs occasions où, par défaut, depuis qu'on a eu la disparition du centre Le Bûcheron, par défaut, les grands rassemblements se font dans une cafétéria d'école. On aura beau la décorer, ça reste qu'on est dans une ambiance et dans un look de cafétéria d'école. Donc, on veut offrir un choix pour la population, pour se rassembler. On pense que ça vient aider à compléter notre offre de service. Quand on dit on a un panier de services où il faut offrir un maximum de services à notre population pour se faire attrayant, bien là, ici, on ajoute une corde à notre arc. Donc, on pense vraiment rencontrer un besoin dans notre mandat de travailler au mieux-être collectif de notre population et on pense vraiment travailler et rencontrer un besoin qui rencontre l'intérêt général de notre population parce qu'on travaille toujours selon l'intérêt général et depuis l'annonce vendredi matin, on croit notre constat, les commentaires sont très positifs et on pense que notre dossier a été bien ficelé. Au moment où on fait une annonce, habituellement, c'est bien appuyé d'une conception de plans et devis avancée à 70-80 % qui permettent que les professionnels nous donnent quand même une ventilation des coûts assez précise selon le marché. Je vous arrête parce qu'on va faire une pause. Oui. Et on va parler justement de coûts. Et une question de taxes. Plutôt. Alors, j'aimerais ça qu'on clarifie la situation par rapport aux coûts que ça engendre et aussi, est-ce que ça va changer le compte de taxes? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, on va répondre à ça. Très bien. On revient avec nos invités, Félix Michaud, qui est directeur général de la Ville de Montmagny, et le maire de la Ville de Montmagny dans quelques instants. Alors, je reviens avec mes invités, M. le maire de Montmagny, Rémi Langevin, et le directeur général de la Ville, M. Félix Michaud. Maintenant, on va parler, il nous reste une dizaine de minutes, il faut parler des coûts. Oui. OK? Vous évaluez les coûts à combien actuellement pour ce projet? 3 150 000, mais ça comprend là, les frais de financement, ça comprend aussi un montant qui est alloué pour l'ameublement, parce qu'une fois que la bâtisse est rénovée, il faut mettre les tables, les chaises, et puis il faut acheter un peu d'ameublement. Bon, M. le maire, on parlait de 2 500 000. Là, on parle de 3 150 000. Est-ce qu'il faut y aller par voie de soumission, si on va en avant avec ce projet-là? Est-ce qu'on va avoir d'autres coûts? Est-ce qu'à 3 150 000, on assure la réalisation du projet? Je pose la question aux deux. Oui, bien en fait, M. Michaud l'exprimait tout à l'heure. Les plans et devis sont presque terminés à 80 % si je ne me trompe pas. Exactement. Les plans et devis sont terminés. Je peux peut-être donner, M. le maire, les prochaines échéances. Les plans et devis sont terminés, sont avancés à 80 %. L'échéancier qu'on a convenu avec les professionnels, ingénieurs Stentec et architectes DG3A, c'est de nous fournir d'ici la fin de l'année les plans et devis prêts pour aller en soumission. Donc, complétés à 100 % parce que janvier à mi-mars 2020 sera la période pour aller en processus d'appel d'offres public, selon ce que les lois municipales nous prévoient pour une dépense au-delà de 100 000 $. C'est des processus d'appel d'offres public par système électronique d'appel d'offres. Est-ce que c'est là que les coûts peuvent augmenter, Félix? C'est à l'ouverture des soumissions qu'on pourra constater vers la mi-mars si effectivement l'estimation qu'on avait de nos professionnels basée sur des plans, ça demeure toujours une estimation. Donc, on ne peut pas prétendre
que les coûts déposés, ventilés, très détaillés par nos professionnels, vont être exacts, mais c'est sûr qu'ils ont une bonne connaissance du marché actuel dans le domaine de la construction. Dans une étape d'estimation, on prévoit toujours un pourcentage d'imprévus et un pourcentage de contingence. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises à la mi-mars, mais il est entendu que lorsqu'on fera le constat à l'ouverture des soumissions, on pourra être en dessous des estimés, ce qui serait une belle surprise. Oui. On pourrait être sur les estimés ou au-dessus. Si on est au-dessus, ça appartient toujours dans les prérogatives du conseil municipal de rejeter l'ensemble des soumissions reçues et demander de nouveau aux professionnels de refaire leurs devoirs et revoir sur quels éléments des plans de devis on pourrait faire des interventions pour tenter de diminuer les coûts des soumissions dans le cadre d'un second processus d'appel d'offres. Okay. Donc, il y a toujours des possibilités qui s'offrent vers la mi-mars. Le compte de taxes. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va augmenter les taxes des citoyens? Le projet, non. Le projet, il s'inscrit très bien dans notre volet de budget en immobilisation. Comme il était mentionné en conférence de presse, on attribue 1 500 000 pour, en termes d'emprunt dans le cadre de ce projet-là, à même notre budget d'immobilisation, qui est supérieur à ce montant-là. Donc, ça nous permet de faire d'autres travaux également. Et puis, c'est tout à fait dans les normes des autres années passées, le niveau de notre capacité d'emprunt. Là-dessus, M. Félix pourrait donner plus de précision. Oui, parce qu'annuellement, sans faire un grand cours de fiscalité municipale, la Ville de Montmagny dispose d'un budget annuel de 21 millions de dollars. Donc, lorsque le conseil municipal prochainement va adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2020, c'est autour d'un budget équilibré à 21 millions de dollars qui va être présenté. À l'intérieur d'un budget de 21 millions, on a des dépenses d'opération et des dépenses d'investissement ou dites d'immobilisation. Annuellement, on a une capacité de faire des investissements dans l'ordre de 3 à 3,5 millions de dollars par différentes sources de financement. Et donc, ce qu'on a prévu pour 2020, pour le Centre d'immigration, c'est une ponction du 3 à 3,5 millions, mais on a pris 1,5 million pour finaliser le financement du Centre d'immigration parce qu'on a d'autres sources de financement étant un projet connu, planifié dans une vision d'aménager place d'immigration. On s'est prévu déjà des sommes et on va compléter ça avec notre budget d'immobilisation. Donc, il va nous rester encore d'autres sommes pour faire d'autres investissements en 2020 sur notre territoire. Il y a des interventions en investissement moins sexy, mais il faut parfois travailler sur des postes de pompage. Il faut travailler au niveau de notre traitement de l'eau, des infrastructures de rue. Donc ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier parce qu'on fait le centre d'immigration en 2020. Puis même qu'on va faire des travaux majeurs d'infrastructure dans le secteur du quai parce qu'on a prévu ce financement-là plutôt dans l'année 2019. Donc, je peux comprendre que ces technicalités puissent être dures pour le citoyen, mais ce qu'on peut confirmer, c'est que tant au niveau de la construction que dans les opérations futures du centre d'immigration, on peut confirmer qu'à court, moyen, long terme, il n'y aura pas d'incidence sur le compte de taxes du citoyen du fait qu'on ait ce projet-là d'agrandissement-là du centre d'immigration. Moyen et long terme. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'emprunte pas plus. Là. On emprunte dans nos normes du passé qui est toujours dans le cadre de nos capacités de payer. Vous savez, comme il vient de dire, on n'emprunte pas, là, on n'y va pas sur 5-6 millions. On reste dans notre cadre financier normal. Et à l'intérieur de ça, on a intégré le projet du Centre d'immigration à 1,5 million. On est dans un lot d'investissements courants. Généralement, à chaque année, on investit entre 3 et 3,5 millions par différentes sources de financement. Juste il y a 3 ans environ, on a refait toute l'avenue de la Fabrique, Saint-Louis, le secteur ici du centre-ville. C'est des travaux majeurs qui ont coûté 3,2 millions de dollars également. Ça, c'était intégré. Oui, il y avait une aide gouvernementale attachée à ça, mais à cette occasion-là, la charge du citoyen sur ces travaux-là, après subvention, a été quand même d'autour d'1,5, un peu comme on l'a pour le centre d'immigration. Donc, on s'assure par des règles de bonne gouvernance et administrateurs qu'on est, et d'abord et avant tout contribuables, les élus comme les gens au sein de l'administration municipale, on a le même souci que les citoyens, que ça n'ait pas ultimement un impact sur notre propre compte de taxes. Donc, on est d'abord et avant tout aussi des citoyens avec les mêmes soucis. Rapidement, il reste à peu près 3 minutes. Est-ce que ça va compromettre les questions beaucoup du centre
sportif, là. Ça jase beaucoup. Il y a des inquiétudes par rapport. Si on a le centre d'immigration, on peut perdre ce complexe sportif-là. Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a du danger? Voyez-vous, en 2020, on prévoit ce projet-là et une fois que 2020 va être passé, le projet va être fait et puis on n'en parle plus. On tombe à une autre année financière qui est 2021. Et à mon avis, le projet dont on parle, puis le projet dans lequel on est également impliqué comme ville, parce qu'on est autour de la table, et on réfléchit avec les partenaires qui sont autour de cette même table-là, comme la commission scolaire, la MRC de Montmagny, de Lillet, et la Chambre de commerce. On est tous autour de cette même table-là. Et 2020, ça ne peut pas être ficelé pour 2020, donc on va être dans 2021. Alors, on est dans une autre année fiscale avec d'autres projets, puis d'autres budgets là, à planifier. Et dans ce cadre-là, bien, on verra là, où ça va nous mener en termes là, de projet global, là, parce qu'on ne connaît pas les chiffres à l'heure actuelle. Parce qu'en complément d'information, si on parle d'autres projets d'envergure, puis si on cite l'exemple du complexe sportif et de santé durable dans lequel on travaille actuellement au sein du comité de travail, il est certain qu'on parle, contrairement au centre d'immigration, où c'est un projet à caractère local avec une année de réalisation qui va être en 2020. Dès 2021, on va retrouver notre capacité d'investir dans tout autre projet. Et chose certaine, on ne connaît pas d'autres projets majeurs qui vont se réaliser en 2020. Celui du complexe sportif, clairement, ce ne sera pas pour 2020. Il va se réaliser à quel moment, mais certainement pas en 2020. Et à ce moment-là, contrairement à notre projet, nous, qui est à caractère local, celui-là il est à caractère régional. Ce qui fait que les parties prenantes, les partenaires financiers, les sources de financement vont être totalement différentes. Ce qui fait que on ne peut pas mettre en concurrence ces deux projets-là et on ne peut pas mettre en concurrence le centre d'immigration qui se réalisera en 2020 par rapport à tout autre projet majeur qui sont susceptibles de survenir, de se concrétiser sur notre territoire pour les années 2021 et suivants. On sera un partenaire à ce moment-là. Et je dois vous arrêter. Il reste une trentaine de secondes. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, graduellement, hier soir, il y a eu avis de motion donné sur un règlement d'emprunt. C'est un processus démocratique et on a tâché de donner le plus possible. On parle toute de lundi 25 novembre parce que c'est enregistré. Là, ça a été enregistré mardi après-midi. Désolé. Donc, l'avis de motion a été... Ce lundi 25 novembre, oui. On a eu l'avis de motion qui a été donné par le conseil municipal. Donc, il y aura les gens qui veulent en savoir davantage sur le processus de règlement d'emprunt sont invités à aller sur le site web de la Ville pour faire lecture de l'avis public. Pendant que ces étapes-là se franchissent au niveau de l'emprunt municipal, nos professionnels continuent le travail de conception des plans et devis, vraiment pour être prêts à aller en processus d'appel d'offres de janvier à mars. Après les fêtes. Donc, en mars 2020, le contrat serait accordé à l'entrepreneur retenu si c'est dans les prix qu'on s'attend pour une réalisation de travaux de mars à novembre 2020. Donc, une fin des travaux envisageables fin novembre, décembre 2020. OK. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairés sur ce beau projet. Merci beaucoup. Donc, on va suivre l'évolution au fil des semaines. Et on se reparle s'il y a du nouveau. Vous venez nous voir. Tout à fait. On va avoir l'occasion de se revoir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Rémi Langevin, maire de Montmagny, et son directeur général, M. Félix Michaud. Merci, monsieur. Voilà, ça complète.